17. Alors bonsoir Monsieur Gillet, je vous remercie d'avoir fait reconnaissance d'historien. Votre prestation s'imposait dans le cadre de cet hommage du centenaire de la commémoration de l'armistice. Le thème de la conférence en elle-même que vous avez donné ce soir, est importante et nécessaire. Importante parce qu'elle apporte une dimension historique à cette exposition qui était centrée certes sur les poilus et les combats pendant le conflit, mais aussi et surtout sur les conséquences du conflit sur la vie des familles et du village que l'on imagine, nous, au travers des échanges épistolaires, entre une mère et un fils, entre une femme et son époux. Et nécessaire aussi parce que vous avez tenté d'apporter des éléments objectifs qui viendront non pas atténuer l'émotion que cette exposition a suscitée parmi nos concitoyens, mais permettre une meilleure compréhension des causes qui ont conduit à ce conflit. L'inévitabilité réelle ou non de cette boucherie qui a fait 18,5 millions de morts, presque autant de civils que de soldats, plus de 8 millions de blessés. Si on parle de boucherie, on peut s'interroger légitimement sur le rôle des personnes qui étaient en responsabilité à cette époque. Alors le prétexte de l'assassinat du prince héritier de l'Empire hongrois déclenche des alliances bellicistes, certes. Qu'en est-il des ambitions expansionnistes des uns et des autres, des revendications territoriales des uns et des autres? Qu'en est-il du climat politique européen avec ses monarchies vacillantes, l'Empire ottoman qui se délite? Qu'en est-il de la montée des nationalismes, des revendications autonomistes, de la montée du bolchevisme, sans oublier le climat social et explosif dans toute l'Europe? Et bien sûr, l'assassinat de Jean Jaurès en France qui intervient à la veille de la mobilisation générale. Donc je vais vous céder la parole, je ne fixe pas un cadre, hein, mais c'est toutes les questions que je me suis posées, que je pense que beaucoup se posent dans cette salle. Donc je disais, je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour m'écouter. Je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises et je vais essayer de ne pas vous ennuyer. Alors, cette guerre de 14-18, dont on vient de célébrer le centenaire de la victoire, victoire pour qui d'ailleurs, c'est une question qui se pose, eh bien, c'est une guerre qui marque la fin d'une époque. Il y a eu un avant et il y aura un après. Les historiens ont l'habitude de faire terminer le 19e siècle à la guerre de 14-18, à la guerre de 14. Vous allez me dire, mais non, le 20e siècle a déjà commencé. Bon, il n'y a aucune différence en 1910 par rapport à 1890, on est dans la même continuité. C'est la guerre de 14, la fin d'un monde, la fin d'une période de progrès, d'optimisme. Et on en a fait des progrès en un siècle, depuis la Révolution française. D'abord, c'est les progrès technologiques. C'est extraordinaire. On croit dans le progrès. On est capable de faire voler le plus lourd que l'air. Impossible, si. L'aéroplane, on n'arrive pas à le dire, alors on dit l'avion. Ah oui, l'avion, c'est plus lourd que l'air et ça vole. C'est extraordinaire. On va même sous les océans. Ah bon, oui, le sous-marin. On a des machines qui produisent de plus en plus vite. On a inventé l'automobile et la motocyclette. Et puis, l'électricité commence un petit peu à s'installer dans les villes. Paris, c'est la ville lumière. Période de progrès. On y croit. Bon, vous allez me dire, progrès, pas pour tout le monde. Si. Les classes supérieures, bien sûr, en profitent énormément, mais même les travailleurs, ils en profitent. Alors, moins. Et puis, il faut se battre. On le sait, dans tous les domaines. Mais, quand on réfléchit, au tout début du 19e siècle, on travaille de soleil à soleil, des soul à soul, comme on dit dans le sud. Ça veut dire 15 heures, 16 heures par jour. L'été, c'est la saison pénible. Il faut rester plus longtemps au travail. Et petit à petit, grâce aux luttes, bien sûr, ça n'est pas arrivé comme ça, on a diminué le temps de travail. Il y a eu les lois sur le temps de travail en 1841, avec cette réduction du temps de travail pour les enfants. 8 heures de travail pour les enfants de 8 à 12 ans.
à peine. Je veux dire 8 heures, les pauvres, oui, 8 heures, 48 heures par semaine. Cette loi, elle est intéressante, ça veut dire qu'en dessous de 8 ans, normalement, on n'a pas le droit d'utiliser les enfants. Ils vont pouvoir aller à l'école, apprendre un peu à lire, à écrire, à compter. Même si elle n'est pas très respectée, c'est quand même un progrès. Avant, les enfants, dès l'âge de 5 ans, ils travaillaient dans les mines. Et les petites filles travaillaient dès l'âge de 5-6 ans, dans les filatures, parce qu'elles ont des petits doigts pour faire des nœuds. Et puis on s'est battu encore. Les enfants de 12 à 14 ans, pas plus de 12 heures par jour. 12 heures par jour, bah oui, c'est un progrès. Et puis les hommes, bien, un peu au-dessus. Et petit à petit, on a réussi à réduire le temps de travail. On s'est battu pour les augmentations de salaire. On vit, non pas mieux forcément, mais moins mal. Savez-vous qu'avant 1914, avant le déclenchement de la guerre, il y a même, alors on travaille en gros 10 heures par jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, évidemment. Il y a des petits malins qui ont réussi à obtenir la journée de 8 heures. Bon, ils sont minoritaires, mais c'est un exemple. Un exemple qui fait penser que demain, ce sera mieux. Des progrès dans tous les domaines. Moi qui suis un poilu, et qui vais partir à la guerre en 14, mon grand-père ne savait pas lire, ni écrire, ni compter. Mon père, si, bon, c'était pas un intellectuel. Eh bien, moi, je sais lire, écrire et compter. Il y a eu les lois sur l'école, gratuite, laïque et obligatoire. C'est extraordinaire. Les enfants vont à l'école, ils apprennent, ils savent. Comme en témoignent d'ailleurs les lettres que les poilus envoient à leur famille. Progrès, je vous dis. Progrès. Demain sera forcément meilleur qu'aujourd'hui. Ça ne se fera pas sans lutte, sans combat. Mais on tient le bon bout. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et puis, ben, il y a eu la guerre. Cette guerre-là, on la sentait venir. On la voulait même. Mais bon, on pensait qu'elle serait courte et joyeuse, fraîche et forcément victorieuse. Ça ne paraissait pas comme quelque chose de dramatique, pas du tout. Comme une nécessité, comme une grande fête, oui. Et il y a eu la guerre. Elle a duré plus de 4 ans. Et ensuite, le monde a complètement changé. On est passé dans une période de pessimisme, une période de crise, une période où demain ne sera pas forcément meilleur qu'aujourd'hui. Les progrès techniques, extraordinaires les progrès techniques, le plus lourd que l'air. Oui, mais quand vous êtes en dessous que vous recevez des bombes, c'est pas un progrès. Les progrès de la métallurgie, les gros canons, ah oui, mais quand vous êtes à l'autre bout, c'est pas un progrès. La chimie, il faut en parler à ceux qui sont revenus avec les poumons complètement rongés par le gaz moutarde ou les pérites. Aller sous l'eau, ah oui, quand on est marin sur un cargo, le sous-marin, c'est un danger. Et les torpilles vous envoient par le fond. Alors le progrès, non, c'est pas synonyme de bonheur, de mieux-être. Le progrès, on va en faire. On en a fait des progrès pendant la guerre. Tenez, on a inventé un engin qui s'appelle le char d'assaut. Alors si au début, il est un peu pâteau et sert de cible au canon allemand, il va devenir rapidement un engin de guerre terrible. Les avions ont fait des progrès énormes. Non, demain, après la guerre de 14, eh bien, on pense que demain ne sera pas forcément meilleur qu'aujourd'hui. Et ce ne sont pas les années folles, les années 20, qui peuvent occulter cela. Il y aura au lendemain de la guerre une période de crise. Une période de crise, de reconversion, avec du chômage, avec la douleur des mères, des femmes, des veuves noires ou veuves blanches, des enfants orphelins, ce manque d'hommes, cette tristesse, et puis cette crise de reconversion, chômage, avec tout ce que cela entraîne. Et puis après bien, la situation va s'améliorer. Pour combien de temps? Ah, bonne question. Alors là, évidemment, ça va être les années folles.
on va oublier la guerre, on va essayer de l'oublier, on va s'étourdir dans les balles, dans ces rythmes différents, nouveaux qui nous viennent des États-Unis. Et puis 1929 va arriver. Et puis, à nouveau, on partira vers une période triste, mais finalement qui était prévisible. Une période de pessimisme, mais prévisible. Et ce sera la Deuxième Guerre mondiale. Voilà cette période qui est très importante parce que c'est une rupture, une coupure. Alors moi, il y a 20 ans de ça, pour les 80 ans de l'armistice, j'avais posé des questions, fait une petite enquête. Et j'avais demandé aux gens, à votre avis, pourquoi y a-t-il eu la Première Guerre mondiale? Alors j'en ai eu des réponses, j'ai interrogé une infinité de personnes. Et elles me disaient, bah, c'est à cause de l'autre là, un duc là, ou un comte, je ne sais pas, enfin, un haut personnage qu'on a assassiné là-bas, ailleurs. J'ai dit, oui, l'archiduc, François Ferdinand. Voilà, c'est ça l'archiduc. Et vous croyez que presque 20 millions de morts ont suffi à le ressusciter? Non, mais me disait-on, c'est dans l'homme, les hommes sont comme ça, ils aiment la guerre, ils aiment la violence et tout. Oui, une explication. D'autres me disaient, bah, c'est l'Alsace-Lorraine. Ah, ils nous avaient pris l'Alsace-Lorraine, il fallait qu'ils la reprennent, ils ne voulaient pas le rendre. J'ai dit, oui, mais c'est une guerre mondiale. Croyez-vous vraiment que les Japonais sont entrés en guerre à nos côtés? Eh oui. En 1914, les Japonais sont nos alliés, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'ils ont appris comme ça que les Allemands nous avaient pris l'Alsace et la Lorraine. En 1871, au premier traité de Versailles. Ben non, l'Alsace et la Lorraine, ils ne savaient même pas où c'était. Et les Australiens et les Néo-Zélandais qui entrent en guerre, croyez-vous vraiment qu'ils se sont dit, quoi? Les Allemands ont pris l'Alsace et la Lorraine aux Français, mais c'est un scandale. On va faire tuer nos soldats pour que ces Français puissent récupérer leur Alsace et la Lorraine. Qui ne savaient même pas où ça se trouvait. Quant aux Japonais, ils voulaient mettre la main sur une partie de l'Asie, alors les prétentions allemandes sur l'Alsace et la Lorraine, honnêtement, ça les laissait froid. Et même chose pour tous les autres pays qui sont entrés en guerre. L'Alsace et la Lorraine, ça a été un prétexte, une grosse pompe de discorde contre la France et l'Allemagne, mais elle n'explique pas, elle, toute seule, la guerre. Alors, quelles sont les causes de la guerre? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Les premières causes, les plus importantes, sont des causes économiques. Pourquoi? Mais parce qu'on parle toujours de heurts d'impérialisme. Et c'est vrai. Il n'y a presque plus rien à conquérir. Alors, un petit bout d'Afrique, là-bas, l'Éthiopie, rien du tout. Presque tout a été conquis. Tout a été colonisé. Tout est sous la domination des grands empires, de ce que l'on appelle les trois lions dans l'ordre de la révolution industrielle, l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Bon, il y a d'autres puissances, évidemment, mais ce sont ces trois puissances qui dominent le monde. Eh bien, c'est la révolution industrielle. On a développé l'industrie, le commerce. Qu'est-ce qu'il faut pour développer encore? Eh bien, dans ce contexte de concurrence, il faut des matières premières, il faut des sources d'énergie, et puis il faut des marchés. Alors on les a trouvés dans la colonisation pendant tout le XIXe siècle. Et on a colonisé l'Afrique, et puis l'Océanie, et puis même une partie de l'Asie. Et maintenant, il n'y a plus rien à conquérir, il n'y a plus rien à coloniser. Alors, que va-t-on faire? Eh bien, la solution n'est pas difficile. Il faut détruire l'appareil de production du concurrent pour s'emparer de ses marchés et de ses zones d'approvisionnement en matières premières. Voilà, c'est tout simple. C'est ce qui va expliquer la course aux armements, parce que quand on veut détruire l'autre, ben, il faut des armes, des canons, des cuirassés, des mitrailleuses, il faut du matériel, il faut des obus. Et alors, c'est extraordinaire l'obus. L'obus est extraordinaire, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vénérer. Quand vous vendez une voiture à quelqu'un, eh bien vous vous privez d'un client. Ah oui, parce qu'il ne va pas en acheter une autre le lendemain ou le surlendemain. Alors que l'obus, quand il est opérationnel,
il faut en reconstruire un autre, et encore un autre. C'est extraordinaire, la course aux armements. Et les États vont se lancer dans la course aux armements, parce qu'il y a ceux qui veulent la guerre, ceux qui veulent s'en prémunir. D'ailleurs, tout le monde veut plus ou moins la guerre. Alors, s'il faut la guerre, eh bien, il faut construire des armes. Et qui va acheter ces armes? L'État. Et qui va les fabriquer? Les marchands de canons. Et on va les payer comment? Avec les impôts de tous. Oui, mais enfin, l'État n'a pas de l'argent. C'est pas grave. On diminuera les investissements, les services publics, on réduira le salaire des fonctionnaires, on n'augmentera pas le salaire des fonctionnaires. Je parle de 1914, hein. C'est au cas où toute ressemblance avec des périodes existantes ne serait forcément que fortuite. Donc, et voilà, on fera moins de routes, on fera moins de lycées, de collèges, d'écoles, on mettra davantage d'élèves dans les classes, toujours en 1914, hein, un peu avant. Et puis ben, l'État aura l'argent pour acheter des canons, etc. C'est formidable. C'est la course aux armements. Alors, dans cette lutte des trois lions, l'adversaire le plus dangereux, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est le pays qui s'est industrialisé un peu en retard, qui ne s'est pas lancé tout de suite dans la course à la colonisation, qui a utilisé cet argent pour développer son industrie, et donc qui a une économie beaucoup plus récente, un appareil de production beaucoup plus puissant, plus performant. L'Allemagne fabrique en plus grande quantité des produits plus modernes et moins chers. Et puis, ce sont les Allemands qui vont inventer, alors on aurait pu penser que c'était les Français, mais non, c'est les Allemands qui ont inventé ce que l'on pourrait appeler la vente avec le sourire, c'est-à-dire le bon gueuleton, avec du bon vin, du champagne, hein, c'est français. Et puis, ben, on discute affaires, on paye, évidemment, et puis si jamais le client ne veut pas être client tout de suite, c'est pas grave, on ne lui en veut pas. Il sera client demain. Ce sont les Allemands qui ont inventé le service après-vente. Alors évidemment, les autres s'y sont mis, mais après, dans l'esprit des acheteurs du monde entier, le service après-vente, c'est allemand. La vente avec le sourire, le bon gueuleton, c'est allemand. Même si les Français vont tenter de s'en rattraper et sortir bouteilles de champagne, caviar et tout ce que vous voudrez, foie gras, c'est allemand, c'est rentré dans les mœurs. Et ces Allemands vont s'emparer des marchés qui jusque-là étaient détenus par les Français et les Anglais. C'est-à-dire le marché d'Europe centrale. Enfin, vous allez me dire, bah oui, mais l'Autriche, ce sont des Allemands. Enfin, ils parlent allemand, et donc c'est plus facile. D'accord. Le marché de l'Empire ottoman, ça c'est un marché réservé aux Anglais et aux Français un peu. C'est les Allemands qui viennent, qui vont vendre leurs canons, former d'ailleurs les officiers turcs à l'allemande. Et puis le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient. Les Allemands s'emparent de presque tous les marchés. Ils vont même ne pas respecter une espèce d'entente, non pas cordiale, mais on n'en dit pas plus, une entente entre les grandes puissances. Figurez-vous que les Japonais, les Russes, les Anglais, les Français et les Allemands ont voulu se partager la Chine comme ils se sont partagés l'Afrique. Et là, il y a une puissance en puissance. On dirait aujourd'hui, bon, tiens, le haut du classement, mais en deuxième division. Ce sont les États-Unis. Les États-Unis vont mettre leur haut là, en disant non, non, la Chine, vous la laissez tranquille, on a des Européens face à l'Atlantique, on ne veut pas retrouver des Européens sur nos côtes pacifiques. La Chine doit rester indépendante. Alors on s'est dit, bon, d'accord, oui, on ne va pas faire de guerre avec les États-Unis. Pourquoi? D'abord, ce sont des alliés, on les aime bien, ils nous aiment bien, et puis ça ne vaut pas le coup. Non, on s'est entendu. On s'est partagé la Chine en zone d'influence.
Les Français au sud, les Allemands ici, les Anglais là, les Japonais un peu plus haut, et puis les Russes, bien évidemment, vers l'ouest. On se partage la Chine et chacun fait son petit business, comme on dit aujourd'hui, sans embêter l'autre. Les Français avec leur charbon, tout ça, les Allemands chez eux, chacun chez soi, et puis chacun pourra prospérer. Et les Américains, les Américains ils pourront aller où ils voudront. Ils iront un peu ici, un peu là, ça ne les gênera pas. Sauf que les Allemands ne respectent pas le contrat. C'est-à-dire qu'ils vendent partout. Ils viennent vendre dans les zones des Français. Et qui ne sont pas contents, qui disent aux Allemands, enfin, vous savez très bien que c'est pas chez nous, vous restez chez nous. Les Allemands disent, nous on vend partout où on nous demande. Ah, les Français et puis les Anglais disent, si ça continue, on va venir chez vous, vendre nos produits. Si c'est comme ça, si vous ne respectez pas la loi. Et les Allemands disent, faites-le. Venez vendre vos produits pourris qui coûtent cher et qui tombent en panne rapidement chez nous, c'est pas grave. Essayez en tout cas, on verra bien. Même chose avec les Japonais. Et là, déjà, on voit poindre les alliances. Les Anglais, les Français, les Russes et les Japonais ne sont pas contents de cette mainmise économique et commerciale de l'Allemagne sur la Chine. Les Allemands vont même prospecter et vendre en Amérique latine, en Amérique centrale, en Amérique latine. C'est-à-dire, oui, c'est normal. Ah non, ce n'est pas normal du tout. Pourquoi? Parce que le président Monroe, président américain, a édicté une loi, un principe, une doctrine qui dit, que je résume en une phrase, l'Amérique aux Américains. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'Amérique aux Américains? On a compris. Le Chili aux Chiliens, l'Argentine aux Argentins, le Pérou aux Péruviens, le Mexique aux Mexicains. Oui, mais si vous recevez chez vous un Argentin, vous ne direz pas que vous avez reçu un Américain, vous direz j'ai reçu un Argentin, ou un Chilien, ou un Mexicain. Et si vous recevez chez vous un habitant de New York, de Washington, de Philadelphie, vous aurez reçu un Américain. Parce que dans l'opinion publique et dans le langage, l'Américain, c'est l'habitant des États-Unis d'Amérique. Les autres, ils portent leur nom. Alors l'Amérique aux Américains, c'est une phrase extraordinaire, parce que on dit aux Chiliens, oui, le Chili aux Chiliens, l'Argentine, ça veut dire ça. Mais tout le monde a compris que l'Amérique aux Américains, ça voulait dire, écoutez, messieurs les Européens, là, les trois à Lyon, occupez-vous de l'Afrique, si vous voulez, de l'Asie en partie, de l'Océanie, sans aucun problème, l'Amérique, vous nous la laissez. C'est à nous, l'Amérique aux Américains. À telle enseigne que, lorsque les Européens vont vouloir s'installer au XIXe siècle en Amérique latine, pour prendre la place d'une Espagne défaillante, eh bien, ils trouveront sur leur route les États-Unis d'Amérique. On le sait, quand il y a eu la guerre de sécession, les milieux d'affaires soutenaient le Sud contre le Nord. Les Américains ne l'ont pas apprécié. Lorsque Napoléon III a voulu s'installer au Mexique avec son armée, le général Bazaine, les Américains n'ont pas déclaré la guerre à la France. Non, non, non. Ils ont soutenu le président mexicain Juárez, qui a fini par battre les Français et renvoyer Bazaine dans ses foyers. L'Amérique aux Américains. Eh bien, les Allemands ne respectent pas. Ils s'installent partout et ils vendent leurs produits aux grandes dames des États-Unis d'Amérique qui protestent. Messieurs les Allemands, est-ce qu'on va venir chez vous là-bas, au Tanganyika, en Namibie? Faites-le. Nous, on vend partout où on nous achète. Et là encore, on sent que pour les États-Unis, ce sera difficile de s'allier avec les Allemands. Voilà donc la cause essentielle, ce sont les causes économiques. Il faut détruire l'autre pour s'emparer de ses marchés. Alors il y a d'autres causes aussi, bien sûr, ce sont les causes politiques, et en particulier liées à deux pommes de discorde en Europe. La première pomme de discorde, enfin, une des deux, c'est les minorités slaves de l'Empire austro-hongrois. Quand on regarde aujourd'hui une carte de l'Europe, on voit que
l'Autriche, c'est tout petit. Mais à cette époque-là, c'était l'Empire austro-hongrois, l'Autriche, la Hongrie, et tout le reste, ce sont des peuples qui sont soumis à l'empereur. Alors on a des Italiens, on a des Polonais, on a des Roumains, on a des Slaves du Nord, des Slaves des Tchèques, des Slovaques, et des Slaves du Sud, on dit Yougoslaves, qui sont intégrés dans cet empire et qui se battent pour leur indépendance, ou en tout cas pour sortir de cette domination, pour former un État, ou pour intégrer un État slave déjà existant. Et là, nous avons les Russes, qui sont, bien sûr, le soutien essentiel de la lutte de ces Slaves à l'intérieur de l'Empire austro-hongrois. Eh oui, entre la Russie et l'Autriche-Hongrie, c'est la haine. Parce que les Autrichiens demandent aux Russes de se mêler de leurs affaires, et les Russes sont les protecteurs naturels des peuples slaves partout où ils sont. Ils rêvent d'un panslavisme. Et puis il y a ce petit État, dans le sud, la Serbie, qui est un État slave, et qui aimerait bien prendre et intégrer dans ses frontières les autres Slaves de l'Empire austro-hongrois. Et la Serbie est soutenue évidemment par la Russie. C'est l'amitié, la solidarité des Slaves entre eux. Donc entre la Russie et l'Autriche-Hongrie, c'est pas l'entente cordiale. La grosse pomme de discorde aussi, c'est l'Alsace-Lorraine, entre la France et l'Allemagne. Et là, évidemment, ça fait un moment qu'on veut récupérer cette Alsace et cette Lorraine. On a pendant des années, expliquer à l'école, partout, que l'Alsace et la Lorraine, c'était français, qu'il faudrait reprendre l'Alsace et la Lorraine. Nous parlerons tout à l'heure, d'ailleurs, de cette espèce de bourrage de crâne que l'on va subir dans tous les pays, de ces causes psychologiques. Mais l'Alsace et la Lorraine restent une grosse pomme de discorde entre l'Allemagne et la France. Alors, effectivement, ce sont les grosses pommes de discorde. Et puis, quand on veut faire la guerre, il faut trouver des alliances. Et là, autant la diplomatie française, dans les années 35, 36, jusqu'à les années 40, elle est au 36e dessous. Je ne parle pas de morale, hein, mais d'efficacité, d'intelligence. La diplomatie, c'est pas une école de bonheur, de gentillesse, c'est pas le pays des bisounours. Autant en 1914 et avant la guerre de 14, la diplomatie française est vraiment au top niveau. On s'est allié avec les Russes. On s'est allié avec les Russes parce que, traditionnellement, eh bien, il faut une alliance de revers. Et ça, depuis François Ier, on s'allie pas forcément avec les Russes, mais avec des gens qui sont de l'autre côté, par exemple avec les Turcs. Et puis, on va s'allier encore avec des gens qui sont de l'autre côté de l'Allemagne. Avec, quand il y a le grand empire autrichien, on va s'allier. Napoléon va s'allier, va ressusciter la Pologne et s'allier avec elle, et il va tenter de s'allier avec la Russie. Toujours cette volonté d'alliance de revers. Alors on va s'allier avec les Russes. Et puis on va s'allier avec les Anglais. Ce n'est pas facile du tout, parce que les Anglais, tout le monde le sait, ce sont nos meilleurs ennemis. On s'est battu contre eux depuis longtemps. Je ne vais pas remonter à la guerre de 100 ans, mais quand même. Ils ont brûlé Jeanne d'Arc. Et puis, il y a la rivalité coloniale. Ils veulent des territoires que nous avons. Ben, nous voulons aussi des territoires qu'ils ont. On a été obligé de les laisser passer à Fachoda. Eh bien, on va quand même s'allier avec eux parce que le danger essentiel, c'est quand même l'Allemagne. Alors on va s'allier avec eux. Et les Anglais aussi n'ont pas envie de voir cette Allemagne dominatrice. D'autant plus qu'ils sont peut-être les premiers à souffrir de la concurrence allemande. Pourquoi? Parce que c'est la première industrie, c'est le premier pays à s'être industrialisé. Et son industrialisation, par certains aspects, est un petit peu vieillotte, fonctionne mal. On produit cher,
et pas toujours de bonne qualité. Et la concurrence allemande est pour l'Angleterre quelque chose de dramatique. Alors les Anglais vont accepter de s'allier avec les Français. Mais une alliance défensive. Parce que les Anglais, s'ils pouvaient faire en sorte que la France et l'Allemagne se fassent la guerre, et si eux pouvaient ne pas la faire, eh bien, ma foi, ils en profiteraient. Alors l'alliance est défensive. Autrement dit, le traité dit ceci: les Anglais entreront en guerre aux côtés des Français si les Allemands vous attaquent. Vous allez me dire, ben oui, mais c'est normal. Non. Non, parce qu'en fait, qui veut la guerre? Ben, c'est les Français. Plus que les Allemands. Les Français vont-ils signer ce traité? Oui, on va le signer. Et les Anglais sont contents. Ils se disent, les bellicistes, ce sont quand même les Français, c'est eux qui veulent récupérer l'Alsace-Lorraine. Et quand ils attaqueront l'Allemagne, on leur dira, relisez le traité, relisez. Si vous êtes attaqués, oh, messieurs les Français, sorry, c'est vous qui avez déclaré la guerre. Alors on verra. Mais les Français signent. Ils ont peut-être une idée derrière la tête, nous le verrons plus tard. Voilà donc le système d'alliance qui se met en place. La France avec la Russie, la France avec l'Angleterre. Il y a un problème, c'est que l'Angleterre et la Russie sont ennemis. Eh bien, la diplomatie française va les rabiboucher. On fera en sorte que les Anglais et les Russes finissent par signer un traité d'alliance, ainsi naît la triple entente. De l'autre côté, en face, on a la triple alliance. Une alliance entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. L'Italie, une question, qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette galère? C'est vrai que l'Italie n'a pas, comme ça, intérêt à s'allier avec l'Allemagne, mais elle en veut à la France. Elle en veut à la France parce que la France a mis la main sur des territoires coloniaux, comme la Tunisie, par exemple, qu'elle a convoité. Alors, de dépit, eh bien, il s'allie avec nos ennemis. La France ne dit rien, mais elle va faire en sorte que l'Italie change de camp. Comment va-t-on faire? C'est pas difficile. On va leur donner ce qu'on n'a pas, c'est-à-dire ce qui appartient aux autres. La France va être très généreuse avec l'argent qu'elle n'a pas. Elle va parler aux Italiens en disant, bon, la Tunisie, ben, vous pouvez envoyer des colons, c'est pas grave. Et puis bon, c'est pas nous, c'est pas... Et puis peut-être qu'un jour elle sera indépendante. Hein. Par contre, si vous rentrez en guerre à nos côtés, nous on vous donne l'Istrie, le Trentin et allez où? La Dalmatie. De l'autre côté de la mer, ce sera à nous. En même temps, on demande aux Italiens de faire moderato, mais sur leur politique, l'irrédentisme. Il y a ce nationalisme qui se développe en Italie qui voudrait rassembler tous les États, tous les pays, toutes les zones italiennes ou parlant italien à l'intérieur d'un pays. Et en particulier, ben, ils disent aux Français, ben oui, mais nous, on aimerait bien récupérer Nice et la Savoie et la Corse. Alors on dit, ça ne vaudrait jamais. Par contre, on vous donne l'Istrie, le Trentin, la Dalmatie, et plus, si vous pouvez. Et finalement, quand la guerre éclatera, l'Italie n'entrera pas en guerre tout de suite, alors qu'elle aurait dû entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Et en 1915, eh bien, elle a changé de camp et elle viendra à nos côtés. Donc voilà le système, je dirais, politique. Et puis il y a d'autres causes aussi. Alors la course aux armements est liée bien sûr à la course aux causes économiques. On a fabriqué des canons, des cuirassés, et puis c'est la course aux armements, c'est au pays qui aura le plus de cuirassés, le plus de croiseurs de bataille. De ce domaine-là, l'Angleterre est bien sûr médaille d'or. Médaille d'argent, c'est l'Allemagne. Et médaille de bronze, c'est la France. L'armée, la marine italienne n'est pas non plus quelque chose de négligeable, de même que la marine autrichienne. Mais les trois lions dominent militairement le monde. Ça, ce sont pour les causes
militaires ou les causes économiques, les causes politiques. Et il y a aussi les causes psychologiques. Les causes psychologiques sont très importantes. Et c'est surtout en France qu'elles vont être les plus rudes. Depuis longtemps, on propose, on explique aux Français, dans les écoles, qu'il faudra reprendre l'Alsace-et-Lorraine, qu'il faudra faire la guerre. C'est rentrer dans les mentalités. Dans les écoles, on apprend, on fait lire la dernière classe. La dernière classe, c'est une lecture obligatoire. Qu'est-ce que c'est que cette dernière classe? C'est l'histoire d'un petit Alsacien qui va s'appeler Hans, qui fait un peu l'école buissonnière. Il entend bien la cloche de l'école teintée. Il hésite, et puis finalement, il arrive à son école. Et là, au lieu de se faire gronder par son instituteur, eh bien non. L'instituteur est devant et lui dit « Entre mon petit Hans, tu as failli rater ma dernière classe. » La petite Hans est émue, il se met au fond de la classe. Derrière l'instituteur, il y a un bonhomme gros, méchant, avec une grosse moustache, une mine patibulaire. Et l'instituteur parle « Mes chers enfants, je vais vous quitter. L'Alsace est devenue allemande. Je vous recommande de bien travailler, d'écouter votre nouveau maître, d'être bien sage. Je vous ai aimé, vous resterez dans mon cœur. » Et les enfants se mettent à pleurer. Et puis, quand on lit ça, quand on est à l'école, eh bien, on a des larmes aux yeux. Ah là là, saleté de Bosch. Parce que celui qui est derrière, c'est le nouvel instituteur. C'est un Allemand. Il ne parle pas la langue, notre langue. Il va falloir apprendre l'allemand. Alors on a le patois alsacien qui ressemble un petit peu à l'allemand, mais tout de même, il y a ça. Moi, je me souviens d'une parole d'une chanson des Biribi. Vous savez ce que c'était que les Biribi? C'était les régiments disciplinaires. On envoyait les fortes têtes, les syndicalistes, les socialistes. On les envoyait dans les régiments disciplinaires dans le sud tunisien. Et on faisait baver, évidemment. Et une chanson dit ceci. Putain de guerre africaine, t'es qu'un jardin de cailloux, où des malheureux se traînent à s'amuser des genoux. Et marche ou crève, ah le beau métier, et marche ou crève, et merci mon officier. Deuxième couplet. Vivement qu'il y ait la guerre, et qu'on se batte au pays, de mes balles la première, et pour le dos de l'ami. Vivement qu'il y ait la guerre, ben oui, parce qu'il y aura la guerre. Et quand on montera à l'assaut, eh bien, mon officier qui est devant, qu'est-ce qu'il va prendre pour tout ce qui m'a fait baver? La guerre paraît quelque chose comme tout à fait naturel, normal. On la veut, cette guerre. On la prépare depuis longtemps. Vous vous souvenez sans doute de l'aventure du fameux général Boulanger, qui a failli renverser la Troisième République et qui se prenait un peu pour Napoléon. Ce général Boulanger est un être extraordinaire. Il est ministre de la guerre en France, à la fin du XIXe siècle. Et il invite des journalistes à venir visiter son bureau. Et il leur montre, alors sur son bureau il y a des cartes évidemment, et puis il leur montre des tableaux, des sculptures, la belle vue qu'il a. Et les journalistes sont là, le suivent et regardent sur le bureau. Et sur le bureau il y a des cartes avec des petits rectangles, avec des petits drapeaux, avec des flèches. Alors ils se poussent du coude, ils disent regarde. Alors il n'y a pas d'appareil photo, mais on regarde ça, on prend des notes. Le boulanger qui continue à expliquer, puis qui se retourne et qui dit « Oh, messieurs, mais que faites-vous? Non, je vous en prie. Non, j'espère que vous n'avez rien vu. Non, on n'a rien vu, bien sûr. Et puis alors, je compte sur vous, hein. N'en parlez pas. Non, on demande à des journalistes de ne pas parler de ce qu'ils ont vu. Ça paraît évident qu'ils n'en parleront pas. Le lendemain, tout le monde sait que le général Boulanger est en train de préparer la guerre de revanche. Et sa popularité va exploser. On ne l'appelle plus que le général Revanche. Et puis il y a l'affaire Genaille Bellé, dont vous avez peut-être entendu parler. Genaille Bellé est un Alsacien, comme son nom l'indique, qui a été convoqué en zone allemande sur les ordres de Bismarck. Et Bismarck, il a un petit problème avec le Reichstag. Il n'a pas beaucoup de pouvoir, mais quand même, il y a un peu de démocratie en Allemagne. Et il a demandé aux Allemands de lui accorder une ristourne, de lui voter des crédits supplémentaires pour l'armée, parce que, dit-il, les Français, ils préparent la guerre, ils veulent leur guerre de revanche, et notre armée à nous ne sera peut-être pas capable de les contenir. Bon,
Les députés préfèrent mettre cet argent dans le développement industriel plutôt que dans le développement, une ristourne supplémentaire à Bismarck pour l'armée. Et c'est sur ces entrefaites que Schnabel est convoqué par Bismarck, par l'administration de Bismarck. Et il va être arrêté et mis en prison. Et la presse allemande va expliquer que la police allemande a capturé un dangereux espion français, l'âme damnée du général Boulanger, le bras droit de Boulanger en quelque sorte. Alors Boulanger est un peu étonné, j'avais un bras droit, mon âme damnée, il s'appelle comment? Schnabel. Ah d'accord, comme vous dites. Alors évidemment, puisque c'est l'espion de Boulanger, il va entrer dans une de ses colères et il va exiger de Bismarck que celui-ci lui rende Schnabel. Sinon quoi? Sinon c'est la guerre. Et les journaux français vont se faire l'écho de cette colère terrible, de ce caractère entier qu'est le général Boulanger. En Allemagne, on va se faire l'écho de ce que la presse française raconte. Le général Boulanger exige, menace. Et Bismarck va se retrouver devant le Reichstag en disant, vous voyez, les Français, ils veulent nous faire la guerre, hein. Oui, je vous l'avais dit, je ne suis pas sûr que notre armée soit capable de les retenir. Enfin, vous n'avez pas voulu me voter les crédits, c'est pas... Si, Bismarck, mais si, on te les vote. Si, non, n'insistez pas, si. On va lui voter les crédits qu'il veut. Bismarck est content, et il va bien entendu rendre sa liberté à ce brave Schnabel. Et ça va être, pour le général Boulanger, un succès extraordinaire. Vous avez vu ça, notre général Boulanger? Les Allemands, ils en ont peur. Et l'aura de Boulanger grandit en France. Le général Revanche, voilà, c'est lui qu'il nous faut. Bon, il a failli être président de la République, dictateur, enfin peu importe. Il a préféré se suicider sur la tombe de sa maîtresse, qui s'appelait Madame de Bonnemain. Ça ne s'invente pas. Clémenceau dira, il est mort comme il a vécu, en sous-lieutenant. Donc, tout ça pour vous montrer que c'est la France qui veut la guerre. On veut la guerre, et on l'aura. Voilà les causes de la guerre. Elles sont psychologiques. Elles sont d'abord économiques, politiques et psychologiques. En ce qui concerne la guerre, maintenant, les Allemands ont un plan de bataille qui s'appelle le plan Schlieffen. Ce plan Schlieffen, il prévoit de passer par la Belgique et de foncer sur Paris. Les Français ne doivent pas s'y attendre. Or, les Français connaissent ce plan. Bien sûr, ils ne vont pas le dire aux Allemands. On connaît votre plan, ben, ils vont le changer, on ne le connaîtra pas. Et le fait qu'ils passent par la Belgique et qu'ils violent ainsi la neutralité belge va arranger les Français. Parce que la France et l'Angleterre sont garants de la neutralité et de l'indépendance et de l'inviolabilité de la Belgique. La petite Belgique, elle, s'est déclarée neutre tout de suite. Vous vous rendez compte, elle est coincée entre l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Elle ne veut pas prendre parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ce plan de bataille? Eh bien, on va mettre beaucoup de soldats face aux Vosges, face à la frontière. Et on va quand même mettre des soldats face à la Belgique. Parce que si on n'en met pas du tout, quand les Allemands vont passer, on va être vaincus en 10 jours. Si on en met beaucoup, les Allemands vont se douter de quelque chose. Alors on met ce qu'il faut. Ni trop, ni pas assez. De telle sorte que, pour les Allemands, c'est, bon, on va dire, l'occasion rêvée. Et puis il y a cette goutte d'eau. Au milieu de la haine, de ce nationalisme développé partout, il y a cette goutte d'eau. Cette goutte d'eau qui est l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Et à partir de là, le 28 juin, l'engrenage se met en marche. Il a été assassiné par un Serbe, un Slave, d'une organisation secrète qui s'appelle la Main Noire. On est dans un polar, la Main Noire. Et les
les Autrichiens, bien sûr, ont accusé les Serbes d'avoir préparé ou laissé préparer l'assassinat. Les Serbes disent que non, mais les Autrichiens disent oui. Et les Autrichiens vont imposer, leur donner un diktat, un ultimatum. Un ultimatum en 10 points. Et les Serbes étudient cet ultimatum, ils en acceptent une bonne partie, mais il y a des clauses qu'ils ne peuvent pas accepter. En particulier une clause qui dit que c'est la police autrichienne qui va venir en Serbie faire une enquête sur la main noire, que la Serbie d'ailleurs a dissoute, et sur ces assassins, les assassins et tous ces gens qui ont pu se lier entre eux pour aboutir à l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Et ça, la Serbie ne peut pas l'accepter. Elle dit, on veut bien que des policiers autrichiens viennent en Serbie faire une enquête, mais ces officiers, ces policiers autrichiens seront doublés par des policiers serbes. Sinon, c'est quoi? Vous allez vous installer dans un pays comme dans un pays conquis. Notre honneur national ne peut pas l'accepter. Et les Autrichiens sont bien embêtés. Alors, ils l'ont accepté ou pas accepté? Ils en acceptent pas mal de clauses. Celles-ci ne veulent pas les accepter. Donc, on se tourne vers les Allemands, vers Guillaume II, qui dit c'était en 10 points, on accepte les 10 points, ou alors, s'il y en a un ou deux qu'on refuse, c'est que l'ultimatum a été refusé. Et voilà pourquoi, dans l'histoire, on dit la Serbie refuse l'ultimatum. Ce n'est pas tout à fait exact. Elle a refusé certaines clauses, mais pas le reste. À partir de ce moment-là, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Et la Russie va mobiliser contre l'Autriche-Hongrie. Et l'Allemagne va mobiliser contre la Russie. Et voilà. Et la France, elle fait le gros dos. Elle attend tranquillement que les Allemands mettent en place le plan Schengen. Car si la France déclare la guerre à l'Allemagne, comme c'est prévu dans les traités, les Anglais ont sûrement sauté sur l'occasion en disant les bellicistes, c'est vous. Non, non, on attend tranquillement que les Allemands attaquent, et les Allemands se disent de toute manière, les Français vont finir par nous déclarer la guerre, il faut frapper les premiers, puisque la guerre sera courte, joyeuse, fraîche et victorieuse, donc attaquons, et les Allemands vont passer par la Belgique et déferler sur l'armée française. Et à ce moment-là, les Français vont se retourner vers les Anglais en disant, vous voyez, oui, c'est eux. Vous avez deux raisons d'entrer en guerre. Un, ils violent la neutralité belge, donc vous êtes le garant. Vous êtes le garant de la neutralité belge. Et puis vous voyez qu'on est attaqué, nous les Français, les gentils Français, on est attaqué par ces méchants Allemands. Nous, la guerre, on ne la voulait pas, mais c'est eux qui la ont. Et voilà, la guerre va devenir terrible. Alors, il faudrait aussi parler de l'attitude des gens, parce que je vous ai parlé des causes psychologiques. Et il me faudrait quand même parler de Jean Jaurès. Et de tous ces gens qui sentent venir la guerre. En France, c'est Jaurès, bien sûr, mais en Allemagne, c'est Rosa Luxembourg, c'est Karl Liebknecht. Ce sont des gens qui disent il ne faut pas qu'il y ait la guerre. Il faut arrêter là. Ils voient bien l'engrenage, ils voient bien monter les tensions internationales. Alors, on peut se dire que c'est la proposition de Jean Jaurès, si la guerre est déclarée, que tous les ouvriers, que tous les travailleurs, que tous les prolétaires d'Europe se croisent les bras. Il ne pourra pas y avoir mobilisation. On ne chargera pas les bateaux, on ne chargera pas les camions ni les trains. On restera assis, on se croisera les bras, il n'y aura pas la guerre. Oui. Bien sûr. Chez les ouvriers, en France, Jean Jaurès est une idole. On défend les ouvriers, les petites gens, les pauvres. Et il a raison, Jaurès, la guerre, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Bien sûr. Non, il a raison, il ne faut pas qu'il y ait la guerre. Non, non, c'est pas bien la guerre. Mais de l'autre côté, c'est quand même les Allemands qui ont pris la Sainte-Lorraine. Moi, je suis ouvrier, je travaille dans une entreprise métallurgique. Je défends Jaurès. Je suis socialiste et syndicaliste. Et Jaurès a raison. Mais bon, l'Alsace-Lorraine, qu'est-ce qu'on en fait? On ne va pas demander aux Allemands, rendez-la nous, s'il vous plaît. Bon, quand même. Et puis, je vais vous dire,
Je travaille combien de temps, moi? Je travaille 10 heures par jour, du 1er janvier au 31 décembre. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Pas de vacances, pas de congés. Ce qui paraît que dans le syndicat, il y en a des gens qui disent que ce serait bien comme des congés payés. Foutaise. On me paierait, je ne travaillerais pas. C'est de l'utopie. Non, ce que je sais, c'est que je travaille du 1er janvier au 31 décembre jusqu'à ma retraite. Qu'est-ce qu'on a comme vacances? Qu'est-ce qu'on a pour vivre? Toute ma vie va être là, dans une usine métallurgique avec les fours. Le samedi, qu'est-ce que je fais comme les copains? On va se souder la gueule, passez-moi l'expression. Le dimanche, et puis on dort, on récupère, et le lundi, on reprend. On a bien quelques journées de repos, à Noël, 1er de l'an, le 14 juillet. J'ai un frère qui est mineur. Le 4 décembre, il ne travaille pas, c'est chômé et payé, un petit vénard. Il y a le 1er mai, le 1er mai, on se défoule, on descend dans la rue, on crie après les capitalistes, les patrons, et puis le lendemain, on reprend le boulot. Voilà ma vie. Alors que, non, j'aurais sa raison, attention, la guerre, c'est pas bien. Mais, moi, je me vois très bien dans ce magnifique pantalon rouge. Ah, parce qu'on a un très bel uniforme en France. Le pantalon d'Arance, ça nous a de l'allure. La vareuse bleu marine avec des boutons dorés qui resplendissent au soleil, les épaulettes qui frétillent au vent de la gloire et du triomphe. Et puis le chapeau que l'on pose délicatement, incliné sur l'œil. Ah, non, je me vois foncer sur l'ennemi, le drapeau en avant. Et quand je reviendrai, puisque la guerre sera courte de toute manière. Non, il ne faut pas la faire, la guerre. Il a raison, Jaurès. Mais si on l'a fait, quand je reviendrai, et que je me promènerai dans les rues de Gijon, et que toutes les femmes me verront, c'est un attirail, je ferai peut-être une médaille, ben, je peux vous dire que je serai fier. Oui, Jaurès a raison, mais franchement, Jaurès, il nous fatigue. Et quand il a été assassiné la veille de la guerre, on y est tous tirés de notre petite larmette. Ah, Jaurès est mort. Quelle tristesse, un grand homme qui nous a défendus, nous les ouvriers. Et oui, mais il est mort maintenant. La guerre, on va être obligé de la faire. C'est bien triste, c'est bien malheureux. Et la guerre, eh bien on va la faire. Alors les événements, vous les connaissez. Les Allemands foncent à partir de 14, et nous on recule, les Français. On recule jusqu'à Paris, presque. Là, ils commettent une erreur. Von Moltke commet une erreur de ne pas prendre Paris. Paris qui est un nœud de communication avec les chemins de fer qui permettent d'aller d'un côté de l'autre en passant par Paris. Il continue parce que nous, on recule. Le front ne cède pas, mais on recule. C'est le général Gallieni, qui est gouverneur militaire de Paris, qui se rend compte de l'erreur. Et il va lancer le général Joffre à la contre-attaque. Alors ici, il y a un magnifique modèle de taxi. Bon, les taxis de la Marne, c'est un peu la légende, mais c'est important. On arrête dans Paris tous les taxis. Rendez-vous au dépôt. Ben, qu'est-ce que j'ai fait, monsieur le gendarme? J'ai respecté. Chut, allez, détendez, monsieur, vous, au dépôt. Et on va charger nos soldats. Et ça va être la noria, toute la nuit. Et au petit matin, nos petits soldats vont pouvoir relever et aider des soldats qui reculent. Et il y aura la contre-attaque de la Marne, et là les Allemands sont surpris, ils vont reculer. Ils vont reculer, et puis les Allemands et les Français vont tenter de se contourner. Les Allemands sur leur front, sur leur droite, et les Français sur leur gauche. C'est la course à la mer. On veut contourner les autres, et puis on n'y arrive pas, alors on arrive à la mer, oui, mais on n'a pas pu contourner les uns les autres. Et ce sera le début, fin 14, début 1915, de ce qu'on appelait la guerre de position, c'est-à-dire la guerre des tranchées. Alors la guerre des tranchées, on a la coutume de dire que les Allemands sont mieux organisés que les Français. C'est normal. Ils vont, eux, les Allemands, installer un système de tranchées, mais très bien organisé. Les Français, c'est pas tellement, parce que ce qu'on veut, c'est pas rester dans la tranchée, c'est attaquer. Donc on se met dans la tranchée à l'abri, évidemment, mais c'est pas pour y rester longtemps. C'est pour lancer des offensives et prendre les Allemands et foncer sur Berlin.
Et cette guerre des tranchées est atroce. Elle est atroce parce que les généraux, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pensent qu'il suffit de franchir les tranchées, puis après, on fonce soit sur Paris, soit sur Berlin. C'est pas possible. Le système est un système en profondeur. Les tranchées sont reliées entre elles par des boyaux qu'on va le faire exploser si jamais la tranchée est prise. Et entre c'est des barbelés. Et puis c'est des troncs qui sont pleins d'eau, et puis pleins d'obus, et d'obus éclatés ou non. On ne peut pas passer. On peut prendre une tranchée, 2, allez 3, je vous fais le prix. Mais aussitôt on est en sous-nombre, et on va subir la contre-attaque, et on recule. Et ça va être ça pendant des mois, et des mois, et des mois. Alors les grandes batailles de cette période-là, ben, on les connaît. C'est la Somme et Verdun. La Somme pour les Anglais et les Français, en juillet, 1er juillet 1916. C'est les Français qui vont résister à Verdun. Parce que si les Anglais veulent attaquer au nord pour franchir les tranchées allemandes, ben, Falkenhayn, lui, le général allemand, a compris que si vous prenez Verdun, eh bien, la route de Paris était ouverte. Et Verdun va résister grâce à l'entretien de la voie sacrée, grâce à un général qui s'appelle Pétain, qui, à cette époque-là, est plutôt un soldat, on va dire, glorieux, sympathique, etc. Nous sommes en 1916, attention. Et on résiste. Mais c'est des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Plus de 20 000 Anglais, 25 000 Anglais sont tués le premier jour de la bataille de la Somme. Autant, en une journée, que tous les soldats américains qui sont morts en Afghanistan, en Irak, en Iran, partout. En Syrie, non pas en Irak, en Syrie. Depuis le début des conflits. Vous voyez un peu l'hécatombe, et on ne passe pas. Et puis, nous avons hérité d'un général extraordinaire, le général Nivelle. Lui, il a une idée géniale. Seulement, comme on n'y a pas pensé, on va attaquer les Allemands sur une falaise. Ils se sont bien retranchés, au sommet de laquelle passe un chemin qu'on appelle le chemin des dames. C'est joli, pour attaquer et pour y mourir. Le chemin des dames. Oui, parce que les filles de Louis XV y passaient là pour aller voir leur nourrice, la duchesse de Narbonne. Bon, alors on l'a appelé le chemin des dames. Et puis, quand on aura pris le chemin des dames, eh bien, on aura continué tout droit jusqu'à Berlin. D'ici 15 jours, 3 semaines, allez, je vous fais un prix. On est à Berlin. Et il va lancer au mois d'avril 1917 des attaques extraordinaires. On a bombardé pendant des jours les positions allemandes, et elle explique aux gens que maintenant, il n'y a plus rien en face. Quelques handicapés, quelques soldats survivants allemands, et que ce sera facile. Et voilà, ce mois d'avril 1917, les soldats français, blancs et noirs, puisqu'il y a aussi énormément de troupes coloniales qu'on appelle les Sénégalais, même s'ils ne sont pas tous du Sénégal, mais des colonies françaises, vont monter à l'assaut. Et là, il neige. Et puis la neige, elle se transforme en pluie. Et puis ça glisse. Et les Allemands, ils sont bien retranchés. Et ils vont aligner ces pauvres soldats à la mitrailleuse. Et on tombe, et on redescend, et on remonte à l'assaut. Parce que les officiers derrière rouspètent. Comment se fait-il? Le plan de Nivelle est génial, il faut le mettre en place. Et on monte, et on redescend, et on monte, et on redescend, on se descend. Imaginez ces soldats venus du pays du soleil, ces Sénégalais, frigorifiés, avec des cachemires sur leur tête et le cascadrien dessus. Ben oui, on a changé un petit peu notre tenue, elle était trop voyante. On a abandonné le pantalon d'Arance et la tenue bleue, et puis les petites épaulettes et le shako, la belle casquette, pour une tenue plus passe-partout, le bleu horizon. Et puis on a un casque, le casque adrien. C'est mieux que la petite casquette mignonne et qui faisait chavirer tous les cœurs féminins. Vous imaginez ces soldats qui montent à l'assaut, qui tombent, et qu'on renvoie à nouveau à l'assaut. Dès le départ, on aurait dû se rendre compte que cette attaque était vouée à l'échec. Mais les généraux
ne se trompe jamais. Si le plan ne marche pas, c'est forcément la faute des soldats, qui ne sont pas capables. Alors nous aurons les mutineries de 1917. Parce que les hommes tombent, et donc à la guerre, on ne peut pas laisser aussi longtemps qu'il le faudrait. Après quelques jours à peine de repos, on les renvoie au front. Et les soldats en ont assez. Ils chantent cette chanson, vous avez entendu, adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes, la chanson dite de Craonne, parce que sur le plateau, là où il y a une ville qui s'appelle Craonne et qu'il faut prendre à tout prix, si on veut aller à Berlin en 15 jours, ou 3 semaines, on chante cette chanson. Elle est interdite. La chanter, c'est risquer tout simplement le peloton d'exécution. Alors, les soldats se sont mutilés. Ils n'ont pas déserté, comme on le dit. Ce qu'ils veulent, c'est tenir la ligne. Autrement dit, ça suffit. Ça suffit de ces actions. Ça suffit de ces assauts où on meurt, où on perd la moitié des effectifs. On tient la ligne. On n'avance plus, mais on ne recule pas. Et dans les deux cas, il va y avoir des mutineries. Dans les deux cas. Alors il y aura la répression. On n'en parle jamais. On présente toujours les soldats comme des êtres héroïques, fonçant derrière les deux canons, derrière leur drapeau, pour l'empereur, pour la République, pour la civilisation, pour la liberté. Ils ont fraternisé, ils se sont mutilés. Et dans les deux cas, on va réprimer. Alors du côté français, on prononce beaucoup de condamnations à mort, elles ne seront pas toutes appliquées. Là encore, c'est le général Pétain qui va être chargé de réprimer en douceur. Une bonne partie de ces soldats qui sont condamnés à mort seront, tout simplement, leur peine sera commuée en forteresse. Génial. Une forteresse, c'est la prison. Pendant que les copains se font tuer, on est derrière, dans une prison, dans une cellule, nourri, logé, blanchi, déshonoré, mais vivant. En face, Ludendorff, le général allemand qui nous vient du front russe, les Russes qui commencent à abandonner la guerre, bien le général allemand Ludendorff va procéder, il va décimer les régiments qui se sont mutilés. Décimer, ça veut dire 1 sur 10. Vous imaginez, les soldats sont alignés et on passe et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fusillés. 1, 2, 3, 4, 7, 10 fusillés. Vous imaginez les soldats qui mentalement comptent où ils en sont. 9, 10. J'ai dû me tromper. Je recommence. 9, 10. Vous mettre à ma place. Vous ne voulez pas vous mettre à ma place, soldat? On imagine l'horreur. 1917 est une année atroce. Une année atroce parce que on l'appelle l'année des déceptions. L'année des déceptions parce que les Russes vont quitter la guerre. On va perdre un allié. Et la Roumanie, qui est entrée en guerre à nos côtés, va être vaincue. Elle va signer le traité de Bucarest en 1918 et les Russes le traité de Brest-Litovsk en 1918. Mais entre-temps, on a plus ou moins arrêté la guerre. Les divisions autrichiennes et allemandes refluent sur les fronts italiens ou le front de l'Ouest. Et les Français vont hériter des 2 meilleurs généraux de la guerre, Ludendorff et Hindenburg. Et là, on va souffrir. C'est une année terrible aussi pour les Allemands, parce qu'ils ont gagné plutôt sur les Russes et les Roumains, mais en face, on va avoir les Américains qui vont venir nous aider. Il serait intéressant d'ailleurs de savoir pourquoi les Américains sont entrés en guerre à nos côtés, mais si tard. Et puis c'est une année de déception parce qu'on a essayé de faire la paix. À Genève se réunissent ce que l'on appelle des plénipotentiaires, des Français, des Italiens, des Allemands, des Autrichiens, des Serbes. On essaie de faire la paix. Mais ces plénipotentiaires demandent à leurs généraux d'attaquer, de telle sorte que on demande à Nivelle ou à Foch d'attaquer, de faire reculer les Allemands, peu importe le prix des hommes, de telle sorte qu'on puisse dire à Genève, ah messieurs les Allemands, on pourrait arrêter la guerre. D'autant plus que je me suis laissé dire que sur le front,
c'est pas brillant chez vous. Vous reculez. Donc c'est bien votre intérêt de signer la paix. Oui, mais voilà, c'est la même chose du côté allemand. On demande à Ludendorff, à Falkenhayn, d'avancer, de faire reculer les Français et les Anglais au maximum, de telle sorte qu'on puisse leur dire, ah, messieurs les Français, faisons la paix, arrêtons le carnage. Et d'autant plus que je me suis laissé dire que c'était un peu votre intérêt. Vous êtes en train de reculer sur le front. Et ces tentatives de paix, finalement, vont aboutir à des massacres épouvantables. 1918 sera l'année d'abord de la presque défaite de la France. Les Allemands attaquent à ce moment-là, avant l'arrivée des chars et des Américains. Paris sera même bombardé par un canon lourd qu'on appelle à tort la Grosse Bertha, qui est en fait le Long Max, mais de la classe Grosse Bertha. Et puis, contre-attaque de Foch, qui va être nommé général en chef de toutes les armées alliées, parce que le problème, c'est que les Anglais obéissaient au général Haig, les Belges aux Belges, les Français aux Français, et que les Américains vont obéissaient au général Patch. Et donc, non, il faut un commandement unique, et ce sera Foch. Et la contre-attaque fait que les Allemands reculent. Foch a un plan qui prévoit qu'à la mi-novembre 1918, il va lancer une grande offensive sur tout le front qui portera enfin les combats sur le sol allemand. Et là, il se promet de faire payer aux Allemands toutes les destructions que les Allemands, dont les Allemands se sont rendus coupables sur notre sol. Il piaffe d'impatience. En Allemagne, une révolution a éclaté. Le Kaiser a abdiqué. Une nouvelle république a été proclamée. Et puis, des ouvriers se mutilent, des soldats se mutilent. Il y a un danger de révolution bolchevique. Alors, les hommes politiques allemands vont demander l'armistice. Et Foch dit d'accord. Les prémices, ce qu'il propose aux Allemands est énorme. Il espère que les Allemands vont refuser. Il est prêt. Le 14-15 novembre, on attaque et on se retrouve en Allemagne. Et là, effectivement, il sera en Allemagne. Mais les Allemands vont accepter. Ils vont accepter les propositions d'armistice de Foch, qui est un petit peu déçu, fier, puisqu'il a gagné la guerre en quelque sorte, un peu déçu parce qu'il aurait bien aimé rentrer en Allemagne. Et le 11 novembre, à 11 h, le dernier Français est mort. Il s'appelait Auguste Trébuchon, ça ne s'invente pas. Vous ne le trouverez pas mort le 11 novembre, mais le 10 novembre. Le 11 novembre, aucun soldat français n'a été tué, officiellement. La guerre est terminée. Clémenceau dit qu'il va maintenant falloir gagner la paix. Et ça va être un autre problème. Je vous remercie.